Bonjour à tous. Merci d'être là pour cette dernière après-midi sur le salon SITL. C'est pas tout à fait fini, mais pour clôturer ce salon, on voulait évoquer un sujet un peu macro, autour non pas strictement du transport ou de la logistique, mais de la supply chain dans son ensemble, et évoquer la modélisation de la supply chain, parce que modéliser sa supply chain, ça l'améliore a priori. Voilà, pour évoquer ce sujet, on est avec Hervé Illion, qui est PDG fondateur de C-Partners. Hervé, je vais vous laisser vous présenter et surtout présenter l'entreprise que vous avez fondée et que vous dirigez. Oui, merci Lorraine. Bonjour à tous. Moi, je préfère me lever. Alors, on va voir si ça marche. A priori, non. Ah, si. Alors, C-Partners, c'est un cabinet que j'ai fondé il y a une dizaine d'années en supply chain, sachant que j'ai une longue expérience dans cet univers, dans beaucoup de secteurs industriels et de distribution. La particularité dans ce que l'on fait, c'est qu'on a à la fois une compétence métier supply chain, mais également développé au fil des années une compétence forte en data et en exploitation de la data. Et on a industrialisé cette double compétence pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, un jumeau numérique de supply chain. J'aurai l'occasion d'en reparler, bien entendu, dans le cours de cette intervention. Mais donc aujourd'hui, on intervient chez nos clients à la fois en diagnostic, à travers l'exploitation de toutes les datas d'une supply chain, et puis on les aide, bien entendu, à améliorer la performance de leur supply chain en utilisant notre jumeau numérique. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le détail du jumeau numérique, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que recouvre ce terme de modélisation de la supply chain et quels enjeux il y a derrière ce sujet de la modélisation ? Oui, je vais peut-être recommencer par là, parce que derrière le terme modélisation, il peut y avoir énormément de choses différentes, de différents types de compréhension. Alors, est-ce que ça marche, ça ? On a une petite télécommande capricieuse. Oui. Ah. Comme vous le voyez, ça fait déjà des années que je suis dans cet univers-là. Donc la modélisation, en réalité, j'en fais comme d'autres depuis au moins une trentaine d'années. Donc ça m'est apparu intéressant déjà de repréciser, même si c'est dans les grandes lignes évidemment, ce que c'est que la modélisation de la supply chain, et peut-être déjà rappeler en termes de modélisation que ça recouvre plusieurs niveaux dans une supply chain. Alors évidemment, le slide ici est très, je dirais, de très haut niveau, mais si on veut résumer finalement dans une supply chain les différentes modélisations historiquement qu'on utilise, le premier niveau, c'est un niveau, alors là j'invente rien, hein, qualifié de plutôt stratégique à moyen long terme, ou ce qu'on peut appeler aussi des modélisations pour configurer des supply chains. Par exemple, quand on fait de l'optimisation de réseaux logistiques, sur de la logistique de distribution pour se reposer des questions sur les entrepôts, sur la localisation des entrepôts, sur la gestion des routes, etc. Ça, je le mets dans la catégorie de la configuration de supply chain. Ensuite, vous avez des modélisations au niveau de ce qu'on appelle la planification. On peut appeler ça aussi le SNOP quand on est en planification industrielle et commerciale. Donc on est sur des horizons plus tactiques, comme on dit, c'est-à-dire typiquement des horizons suivant les industries de quelques semaines à quelques mois. Et puis au fur et à mesure qu'on descend plus proche de l'exécution, vous avez aussi des outils et des niveaux de modélisation qu'on peut qualifier de pilotage. Alors c'est vrai que le terme de pilotage, il peut être un peu ambigu parce qu'on peut appeler pilotage tous les niveaux que je viens d'évoquer. Mais pour vous donner des exemples un peu concrets, quand on fait de l'ordonnancement en production pour déterminer la façon dont on va lancer sur des lignes de fabrication, ou lorsqu'on veut déterminer la façon d'organiser du picking, de l'ordonnancement de commandes dans des entrepôts, ou bien même du regroupement sur les ordres de transport, on va trouver ici plutôt le niveau de pilotage qui est donc très proche de l'exécution. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, en termes de modélisation,
puisque c'est quelque chose qui existe d'ailleurs depuis plusieurs années maintenant. Je reviendrai dessus sur, par exemple, les tours de contrôle qui permettent de fournir une visibilité, une analyse un peu en continu de ce qui se passe sur une supply chain. Donc, dans cette architecture, chacun des niveaux, historiquement, vous avez des outils. Alors, mon propos ici n'est pas de balayer tous les outils qui existent. Vous avez des outils qu'on appelle de network design. Vous avez des outils qu'on appelle des APS, historiquement Advanced Planning System. Vous avez des outils d'ordonnancement. Vous avez par exemple aussi des outils de Manufacturing Execution System. Donc simplement, chacun de ces outils, c'est autant de modèles différents d'une supply chain. Il y a un autre point que je voudrais évoquer avec vous, que peut-être qui est moins partagé. Alors, c'est pas forcément que j'ai la science infuse, hein, mais c'est ma conviction en termes d'expérience. C'est quand on fait de la modélisation de la supply chain, en réalité, 80% du potentiel de performance d'une supply chain, vous l'avez déterminé à vos niveaux de modélisation stratégique et tactique. Si vous avez des modélisations stratégiques et tactiques qui ne sont pas bien faites, il n'y a quasiment aucune chance que vous puissiez améliorer de manière compétitive la performance de votre supply chain. Par contre, le point qui est un peu délicat, c'est que pour que cette performance potentielle, parce que quand on est au niveau d'une configuration, d'une planification, par définition, on n'est pas au niveau de l'exécution, et la performance, elle se réalise au niveau de l'exécution. Et donc, le point un peu délicat, c'est que 80% de la performance potentielle que vous avez déterminée en planification, en configuration, c'est par la qualité de l'exécution que vous allez la réaliser. Et donc, tous ces chaînons et tous ces niveaux sont intimement liés, parce que si vous pouvez avoir des bonnes planifications, mais si vous avez une exécution qui n'est pas au niveau, vous ne tirez pas le potentiel, et vice-versa. Vous pouvez avoir des mauvaises planifications et des très bonnes exécutions, mais de la même façon, vous n'aurez pas votre objectif de performance attendu. Alors, là, pour le moment, j'invente rien. Simplement, je voulais partager avec vous les limites actuelles de ces niveaux de modélisation et des outils historiques. Donc, je vais en partager 4. Qui sont aussi le fruit de tous les retours d'expérience qu'on peut avoir dans les projets qu'on a menés depuis des années. Alors, quand je dis limite, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que ça n'apporte pas, ça n'a pas apporté, ça ne continue pas d'apporter des éléments sur la performance et l'amélioration d'une supply chain. Simplement, je vais mettre ces limites en regard des nouveaux défis et des transformations qu'on a aujourd'hui en supply chain. Alors, la première caractéristique des niveaux que je vous ai évoqués, c'est qu'historiquement, c'est complètement top-down. Je dirais qu'on a 30 ans derrière nous de supply chain qui a été segmentée, stratégique, tactique, opérationnelle. Et dans les défis actuels, nous considérons que de plus en plus, ces frontières sont très poreuses. Et ce n'est pas aussi évident que ça, ce qu'on appelle stratégique par rapport au niveau opérationnel. La deuxième limite, c'est qu'historiquement, c'est pour faire de l'analytique, alors même parfois de l'analytique avancée, mais je pense que vous l'avez tous, je ne suis pas le premier à le dire, aujourd'hui on veut faire du prédictif, on veut anticiper, et donc l'analytique est toujours utile, mais n'est plus suffisant. La troisième caractéristique, quand vous regardez finalement tous les outils et les méthodes de modélisation d'une supply chain, c'est qu'on est sur souvent des outils qui sont extrêmement segmentés. Historiquement, les outils, il y a des classes d'outils qui résolvent des problèmes particuliers d'optimisation logistique, d'optimisation d'ordonnancement, d'optimisation de planification. Et donc, on est quand même historiquement sur un ensemble d'outils qui sont silotés. Alors évidemment, quand vous avez des ERP, ce que tous les éditeurs disent, c'est que c'est facilement interfaçable. La réalité montre que même avec les technologies actuelles, ça reste parfois délicat. Et vous en avez peut-être l'expérience. On achète parfois, on investit dans des outils qui sont assez puissants, assez chers pour revenir finalement sur Excel parce que
c'est trop compliqué à intégrer, c'est trop compliqué à utiliser. Et puis c'est peut-être ça qui est l'élément le plus fondamental pour moi dans tous les projets que j'ai pu mener en supply chain, c'est la divergence qu'il y a entre des niveaux stratégiques, tactiques d'un côté et des niveaux d'exécution. Je prends un exemple qui est malheureusement assez classique. Quand vous faites de la planification, par exemple un SNOP, donc une planification transversale qui va optimiser votre demande avec vos ressources de production, avec vos ressources critiques en approvisionnement, eh bien, historiquement, c'est toujours très difficile de pouvoir faire le lien et de pouvoir cascader votre planification tactique au niveau opérationnel et de remonter les problèmes opérationnels au niveau de la planification tactique. Donc, un des aspects historiquement qui est assez difficile à gérer, c'est ce que j'ai appelé ici ces écarts et cette divergence entre des niveaux de planification et ce qui se passe sur le terrain en termes d'exécution. Alors, par rapport à tout ce que vous expliquez, la Hervé, est-ce que ça, c'est les limites actuelles, mais on est face à de nouveaux défis, je pense que tout le monde l'a bien senti ces dernières années. Quels sont-ils et comment est-ce que ça creuse encore ces limites ou ces écarts que vous venez d'évoquer? Oui, alors je vais mettre en perspective et partager avec vous en tout cas quelques éléments des défis de transformation de la supply chain actuelle. Et c'est important parce que les limites que j'évoque, elles n'étaient pas forcément critiques il y a quelques années par rapport notamment à la stabilité des supply chains. Aujourd'hui, il me semble qu'elles deviennent assez critiques par rapport à un certain nombre de facteurs de transformation de supply chain que je vais partager avec vous, si j'arrive à faire basculer, voilà. Que je vais partager avec vous et que probablement vous y êtes aussi confrontés. Le premier défi qui n'est pas, le terme n'est pas nouveau d'ailleurs, mais sauf que depuis un an, plus que depuis la crise du Covid, là je parle vraiment depuis un an, le début de la guerre en Ukraine, avec les problématiques d'inflation, avec les problématiques de pénurie, avec les problématiques de rallongement des cycles, avec les problématiques de volatilité de la demande, on est passé d'une logique de stabilité des supply chains avec finalement un univers qui était des supply chains stables et relativement en croissance en termes d'activité, aujourd'hui à une instabilité. Alors est-ce que c'est une instabilité structurelle? Je ne saurais pas le dire, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les flux, que ce soit les appros, que ce soit la production, que ce soit la demande, que ce soit la distribution, sont devenus instables. Vous connaissez peut-être cet acronyme qui n'est pas nouveau de VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity, mais qui quand même, je pense, aujourd'hui prend une réalité profonde dans ce qu'on observe sur les supply chains, quel que soit d'ailleurs le secteur d'activité. On intervient dans l'automobile, on intervient dans l'aéronautique, on intervient dans le luxe, dans l'agroalimentaire. On voit ces phénomènes-là à différents titres. Le deuxième défi est transformation de la supply chain, qui est sur la façon dont je le dis, peut-être que vous allez considérer que c'est un peu provocateur, parce qu'on ne parle que de demand-driven depuis 15 ans ou 20 ans. Personnellement, j'ai toujours considéré qu'il y avait toujours un moment où il fallait faire le lien entre le demand et le supply. Mais en tout état de cause, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut plus parler d'une demand-driven supply chain de bout en bout. J'en veux pour cause des pénuries qu'il y a un peu partout. Et s'il y a des pénuries, vous êtes obligé de piloter ces pénuries et de vous reposer la question, j'ai des pénuries, comment je peux gérer ça dans une supply chain par rapport à mes commandes, par rapport à mes prévisions de commandes. Donc la supply chain pilotée d'aval en amont, aujourd'hui, on est obligé de prendre des contraintes amont pour savoir comment ça va rejaillir sur l'aval. Donc ça, c'est aussi un deuxième facteur de complexité qui avait peut-être un peu disparu ces 10 ou 15 dernières années, mais qui revient à l'évidence en force.
Le troisième, c'est, en tout cas c'est aussi l'observation qu'on a par rapport à tous les projets, c'est qu'il n'y a pas de modèle unique de supply chain. Alors ça, c'est pas forcément un nouveau défi. J'ai toujours considéré qu'il n'y avait pas de boulette magique sur une supply chain. Ça fait des années que je suis dans le milieu, vous l'avez compris. Donc je vois tous les effets de mode. Il y a eu le MRP, ensuite, pour ceux qui sont assez vieux, le Kanban, OPT. Ensuite, il y a depuis un certain nombre d'années le DDMRP, etc., etc. La réalité, c'est que la question, c'est quel est le meilleur modèle de flux qui est adapté à certaines caractéristiques de demande, à certaines caractéristiques de production, à certaines caractéristiques d'approvisionnement. Et un des défis, c'est de trouver les bons modèles de flux qui sont les mieux adaptés en fonction des contextes de supply chain, des contextes de produits. Et je pense que c'est de plus en plus vrai aujourd'hui, compte tenu de l'instabilité des supply chains, cette nécessité d'avoir ce que j'appellerais ici des modèles différenciés. Alors il n'y en a pas 36 non plus, mais entre un modèle de découplage de type DDNMRP ou un modèle de MRP, personne ne contestera que c'est quand même effectivement des modèles d'organisation et de pilotage de flux différents. Et puis, le quatrième défi, là aussi, c'est un terme qui est finalement employé depuis pas mal d'années, mais je crois qu'il prend aussi une réalité maintenant tout à fait concrète. C'est ce qu'on appelle le bout en bout, le end-to-end, c'est-à-dire que la supply chain, non seulement quand on est dans une grande entreprise, je pense qu'aujourd'hui, on est conduit à vraiment piloter une supply chain de plus en plus étendue dans les quatre murs d'une grande entreprise, mais en plus, de plus en plus dans un écosystème. On parlait des pénuries tout à l'heure. On pourrait aussi parler de la complexité croissante du digital et de l'omnicanal. Et on voit bien que de plus en plus, il faut pouvoir élargir cette question de pilotage dans un écosystème de fournisseurs, de clients, de prestataires. Et que demain, si on veut avoir des supply chains performantes et relativement résilientes, pour employer un terme à la mode, ce sera très difficile de le faire uniquement à l'intérieur des quatre murs de l'entreprise. Donc vous avez aussi un enjeu aujourd'hui clairement important et qui est évidemment aidé par le digital, pour le coup, dans cette nécessité d'élargir les organisations et les modes de pilotage d'une supply chain. Voilà, je voulais partager avec vous ces quelques défis de transformation aujourd'hui pour aussi justifier pourquoi, d'après ce que l'on voit nous, il faut aller un peu plus loin dans la modélisation et dans les outils qui vont permettre d'améliorer et de faciliter la planification et le pilotage des supply chains. Et c'est donc là que nous allons parler du buzzword. Voilà. Allez-y, Hervé, je vous laisse enchaîner sur le jumeau numérique, parce que je vais plus vite que la manette. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous disais que un des aspects limitatifs des différents modèles, c'est le fait d'être segmenté. Et puis, on a du mal historiquement à faire le lien entre la planification et l'exécution. Aujourd'hui, les modèles, et en particulier, je pense que vous en avez entendu parler, puis d'ailleurs, il y avait, je crois, une présentation sur le jumeau numérique spécifiquement lié au transport. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une des avancées de plus en plus dans la modélisation des supply chains, c'est l'utilisation de jumeaux numériques. Alors, je préfère préciser quelque chose ici, parce que en ce qui nous concerne, le jumeau numérique, nous, on utilise le terme déjà depuis quasiment 7 ans. Donc je ne sors pas le jumeau numérique parce que depuis 1 ou 2 ans, tout le monde en parle. Je préfère le préciser. Et d'ailleurs, le jumeau numérique qu'on a développé, on a lancé le développement de ce jumeau numérique en 2015. Donc ça n'est pas uniquement ces 2 dernières années qu'on a développé et mis en œuvre un jumeau numérique. Mais avant de revenir dessus, ce qui me paraît intéressant d'évoquer, parce que là aussi, derrière le jumeau numérique, on peut entendre beaucoup de choses. On entend parfois des tours de contrôle, on entend parfois de l'analytique.
Donc, moi, je vais vous donner en tout cas notre définition. Je ne sais pas si elle est bonne, mais c'est la nôtre. Le jumeau numérique, c'est quoi? C'est finalement un modèle de représentation digitale d'une supply chain, à l'instar de ce qui existe, par exemple, dans la conception des produits. Le jumeau numérique pour faire de la conception en aéronautique, en automobile et maintenant de plus en plus dans différents univers, c'est quelque chose qui existe depuis de très nombreuses années. Et les jumeaux numériques en conception, c'est ni plus ni moins que la modélisation physique et digitale d'un produit avec toutes ses caractéristiques. Voilà, c'est exactement pareil. Le jumeau numérique de supply chain ou de flux, c'est la modélisation digitale d'une supply chain, qui peut être une supply chain de bout en bout, qui peut être une supply chain manufacturing, qui peut être une supply chain de distribution, et qui va permettre finalement de simuler numériquement des flux sur des périmètres divers et variés. Et l'intérêt du jumeau numérique, c'est pour ça que j'ai fait ce petit schéma, c'est de pouvoir faire précisément le lien entre les différents niveaux et donc de résoudre un des problèmes que j'évoquais tout à l'heure, qui est la difficulté de cascader et de rendre cohérents les niveaux de planification stratégique, tactique et opérationnelle. Un des aspects intéressants du jumeau numérique, c'est que comme vous travaillez à différents niveaux de granulométrie avec un même outil, un jumeau numérique, c'est ce qu'on fait nous, on peut l'utiliser pour faire de l'optimisation de réseaux de distribution ou de réseaux de supply chain, et on peut, le même outil, l'utiliser pour faire de l'optimisation et de l'assistance au pilotage de flux intégrés à un Manufacturing Execution System. Donc l'un des intérêts du jumeau numérique, c'est de pouvoir finalement surfer et l'utiliser simultanément sur plusieurs niveaux de modélisation et de pilotage d'une supply chain. Alors, pour vous dire aussi que ce n'est pas uniquement la définition de ces partners, mais j'ai repris la définition du Gartner juste ici. Si ça veut bien venir. Voilà, puisque alors c'est des définitions relativement récentes, mais c'est toujours aussi intéressant de voir que le Gartner a maintenant suit dans les outils les jumeaux numériques, donc ils appellent ça le Digital Supply Chain Twin, et il redit dans cette définition que c'est l'image numérique d'une supply chain. Alors simplement, il y a une petite, je dirais, je trouve qu'il y a leur définition oublie quelque chose, parce que là, ils parlent d'une supply chain, d'une image physique de la supply chain. En l'occurrence, ce qui est important dans un jumeau numérique, ce n'est pas uniquement les flux physiques, c'est bien entendu la capacité à modéliser, à simuler numériquement les flux d'informations. En tout cas, c'est ce qu'on fait. Et donc, dans le jumeau numérique, c'est bien l'image à la fois de l'ensemble des flux d'informations et des flux physiques qui est destinée à mieux intégrer et à remplacer différents niveaux de pilotage. Alors, j'ai fait ce petit slide parce que la question qu'on nous pose régulièrement, qui est tout à fait légitime, c'est de dire mais qu'est-ce que le jumeau numérique apporte en plus par rapport à des outils de business intelligence ou des outils analytiques qui font de la data ou des data lakes, etc., etc. En fait, il y a une réponse qui est extrêmement simple par rapport à ça. C'est que le jumeau numérique, il va recréer tous les liens d'une supply chain de bout en bout. Sinon, ce n'est pas un jumeau numérique. Autrement dit, quand vous avez un jumeau numérique, vous allez reconstituer tous les liens qu'il y a entre des produits, des fournisseurs, des lignes de production, des entrepôts, du transport, etc. Et donc, pour nous, il n'y a de jumeau numérique que si réellement vous êtes capable de modéliser numériquement la dynamique des flux dans une supply chain. Autrement, ça reste de l'analytique, ça peut être de l'analytique avancée, mais ça reste de l'analytique au sens où vous récupérez des datas et vous faites des analyses de corrélation sur des datas, vous faites des analyses de prévision,
vous faites des analyses de stock, vous faites des analyses de performance industrielle. Mais ça, ce n'est pas pour moi du jumeau numérique. Le jumeau numérique, c'est être capable de simuler numériquement le fonctionnement de bout en bout d'une supply chain. Et donc, une des valeurs ajoutées et une des complexités aussi dans le jumeau numérique, ce n'est pas d'abord tous les algorithmes qu'il y a derrière, c'est vraiment cette capacité à reconstituer l'image numérique d'une supply chain. C'est le message que j'ai voulu faire passer dans ce slide. Et puis évidemment, le jumeau numérique, derrière ça, son intérêt, c'est de pouvoir analyser, optimiser, simuler des indicateurs de performance, puisque le titre de la conférence est modéliser la supply chain pour améliorer la performance. Alors en termes de performance, je dirais que les indicateurs de performance ne sont pas nouveaux, sauf, je l'ai oublié tout à l'heure en parlant de défis, et j'ai oublié un défi majeur pour le coup, je m'en veux, qui est la décarbonation. Donc il y a des indicateurs de performance qu'on connaît tous, le service, les coûts, les stocks, le BFR, les délais, la capacité. Mais il y en a au moins deux aujourd'hui qui sont devenus critiques. Vous le savez comme moi, c'est la décarbonation. Alors quand on dit décarbonation d'ailleurs, je ne le limite pas uniquement aux problématiques d'émissions de CO2. Aujourd'hui, on travaille sur des sujets qui sont l'impact environnemental de la matière sur une supply chain de bout en bout. Et dans cet impact environnemental de la matière, il n'y a pas que les émissions CO2 à travers les matières premières, les process industriels, etc. Il y a les problèmes de déchets, il y a les problèmes de recyclage. On a intégré dans notre jumeau numérique maintenant la consommation d'énergie et on prévoit de mettre également dedans la consommation d'eau. Donc ce n'est pas uniquement les problématiques, certes très importantes, de réduction des émissions carbone, mais c'est plus large que ça. En tout cas, personne ne conteste plus qu'aujourd'hui, quand on fait par exemple de l'optimisation d'un schéma directeur logistique, la dimension des coûts et du service reste très importante, mais la dimension impact carbone devient un élément qui est quasiment aussi important que la dimension coût et service. Et puis l'autre dimension qui est devenue également assez critique, c'est la dimension du cash et de la liquidité, puisque nous, ça fait déjà des années qu'on essaie de rapprocher la question financière de la question opérationnelle. Et c'est vrai que pendant assez longtemps, c'était moins critique, parce qu'il y avait de la liquidité, on était en croissance. Aujourd'hui, comme vous le savez probablement, alors pas pour les grands groupes, les grands groupes n'ont pas de problème de cash en général, mais quand vous êtes sur des supply chains avec des réseaux de fournisseurs en cascade, comme dans l'aéronautique, comme dans l'automobile ou autre, ou comme dans l'agroalimentaire, aujourd'hui la problématique de cash devient un élément potentiellement critique dans la performance opérationnelle d'une supply chain par rapport à des fournisseurs qui ont vu, par exemple, le coût des stocks augmenter brutalement de 20 à 30% à cause de l'inflation, et pas pour des raisons de mauvaise gestion des stocks, mais à cause de l'inflation, ou qui voient des problématiques de pas pouvoir être livrés en temps et en heure parce qu'ils ne peuvent pas régler en temps et en heure leurs fournisseurs. Donc le cash est aussi un autre élément relativement nouveau dans les arbitrages qu'il faut prendre sur une supply chain. Alors, du coup, là, Hervé, vous nous avez donc développé les enjeux, les défis, comment est-ce que fonctionnait la supply chain sous un modèle digital. Mais du coup, vous êtes encore allé plus loin et vous l'avez dit, c'est pas, vous ne parlez pas juste de jumeaux numériques, vous avez développé votre jumeau numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment il fonctionne? Puis après, nous expliquer aussi les bénéfices peut-être. Oui, je vais dire un mot sur notre solution, parce qu'on n'est pas les seuls, et tant mieux d'ailleurs. Juste un mot, parce qu'on existe depuis 10 ans, enfin moi ça fait beaucoup plus d'années que je fais du conseil en supply chain, mais en tant que ses partners. Et
je crois que ce qui est intéressant à partager avec vous, c'est que le jumeau numérique que l'on a aujourd'hui, on l'a pas conçu à travers une approche technique et technologique. On l'a conçu parce qu'on a capitalisé sur énormément de projets clients, des projets stratégiques, des projets plus opérationnels. Et aussi, je vous le disais dans l'introduction que j'ai faite de ces partners, parce qu'on a toujours fait beaucoup d'analytique et on a toujours considéré que de toute façon, pour pouvoir aider nos clients à améliorer la performance de leur supply chain, on ne pouvait pas uniquement le faire sur du qualitatif, il fallait un peu comprendre le quantitatif, la performance, et donc on a historiquement une forte culture analytique. Et donc c'est comme ça qu'en 2015, ce qui nous a poussé à aller un peu plus loin, c'est deux choses. La première, c'est que j'avais des consultants, comme beaucoup, qui utilisaient beaucoup Excel ou des outils un peu plus sophistiqués, mais finalement, ça prenait toujours du temps, puis on avait tendance à réinventer la roue. Et puis surtout, on se disait, on peut aller plus loin en exploitant mieux les datas. On le fait parce qu'on est toujours obligé de faire des hypothèses, de laisser de côté des datas parce que c'est trop compliqué à traiter. Et donc, pourquoi ne pas essayer d'aller plus loin et d'exploiter vraiment la totalité d'une data qui est produite par une supply chain, et Dieu sait s'il y a beaucoup de data. Et c'est comme ça que petit à petit, on a enrichi ce qui est devenu donc, cet outil qui s'appelle Scale, ce jumeau numérique, au fur et à mesure de nombreux projets qu'on a réalisés chez des clients et qui aboutit donc aujourd'hui à ce que je vous montre ici, puis je finirai par quelques cas d'emploi, parce que finalement, c'est le plus intéressant à partager avec vous, c'est quelques cas d'emploi. Mais pour vous donner et illustrer le type de problématiques que l'on gère avec notre outil qui s'appelle donc Scale. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du niveau de planification stratégique et des modèles stratégiques. Donc, effectivement, un des premiers aspects, enfin, c'est pas le premier, mais en tout cas, une des dimensions qu'on gère avec le jumeau numérique, c'est ces aspects un peu stratégiques où typiquement les questions, c'est est-ce que mon réseau de supply chain, mon réseau de distribution est bien dimensionné et comment je dois l'adapter sur les mois et les années à venir à l'évolution de ma demande, à mes évolutions industrielles, etc. etc. Alors, je vous donne une illustration aussi tout de suite concrète, parce que certains d'entre vous utilisent peut-être ou connaissent des outils qu'on appelle de network design. Moi-même, j'en ai utilisé déjà depuis 20 ou 25 ans pour faire de l'optimisation de réseaux logistiques. Simplement, la question auquel on fait face aujourd'hui, vis-à-vis de nos clients, c'est qu'ils veulent à la fois des modèles qui vont leur permettre de répondre à, par exemple, des problématiques de localisation, relocalisation d'entrepôts ou de sites de production, mais en même temps, ils veulent pouvoir s'assurer que ces modèles stratégiques sont implémentables et exécutables opérationnellement. Par exemple, je vous donne un exemple dans l'omnicanal. Aujourd'hui, quand l'omnicanal complexifie considérablement la problématique de pilotage d'une supply chain de distribution, puisque effectivement, il y a beaucoup de canaux, les commandes viennent à n'importe quel moment, les stocks peuvent être dispersés. Et donc, une des questions, c'est en fonction d'un produit, en fonction d'un client, en fonction d'un marché, en fonction d'une taille de commande, où est-ce que j'ai intérêt éventuellement ou pas à servir ce client-là, dans quel délai. Et donc, très vite, vous avez à la fois des questions stratégiques, mais en fait, vous êtes obligé en même temps de prendre des choix qui vont être des choix opérationnels. Donc ça, ce sont les aspects de network design. Ensuite, vous avez une deuxième dimension d'utilisation du jumeau numérique, qui sont ce qu'on appelle de l'analyse augmentée. Alors pourquoi on appelle ça de l'analyse augmentée? C'est parce que dans nos clients, qu'est-ce qui les intéresse? Ce n'est pas forcément qu'on reconstitue des indicateurs de performance qu'ils ont. Ils ont en général la fiabilité des prévisions, ils ont les niveaux de stock, ils ont la performance de production, ils ont les retards d'appro, etc. Ils ont déjà souvent beaucoup de choses. Mais par contre, ce qu'ils ont parfois plus de mal à avoir,
c'est justement les problématiques de performance aux interfaces entre le commerce, la logistique, la production, les appros. Et évidemment, derrière ça, ce qui se cache, c'est que vous pouvez être performant sur chacun des processus de votre supply chain. Je pense qu'on le voit aujourd'hui de manière assez criante. Ce n'est pas parce que vous êtes performant localement que vous avez une performance globale de votre supply chain. Et donc typiquement, l'analyse que l'on va faire, c'est d'aider les clients à comprendre finalement les divergences et les écarts qui vont être liés à des problèmes d'incohérence entre des choix de prévision de gestion de demande par rapport à des choix de gestion de stock, par rapport à des lancements en production, etc. etc. Je vous donne deux exemples aussi que l'on traite assez couramment. Dans certaines industries, par exemple dans les industries à cycle relativement long, c'est assez difficile d'avoir instantanément une analyse des lead time, des délais de bout en bout. Le jumeau numérique permet d'avoir, à travers la data, instantanément une analyse des délais de bout en bout, et évidemment qu'on peut coupler avec du service. Ou c'est assez, par exemple, une dimension qui est assez classique en supply chain, mais rarement mesurée, qui est le phénomène de variabilité des flux. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle donc l'effet Forrester ou coup de fouet dans une supply chain, qui fait que une volatilité de demande va se propager d'aval en amont avec des amplifications. Ça, c'est toujours très intéressant pour effectivement comprendre ce que l'on gagne ou ce que l'on perd dans une supply chain par ces phénomènes d'amplification. Donc c'est cet effet-là, et d'ailleurs quand on fait du DDMRP, c'est pour éliminer ou réduire ces effets d'amplification par du découplage. Ça, c'est des mesures que l'on fait instantanément avec le jumeau numérique et en général qui sont plus difficiles à voir. Ensuite, le troisième volet, c'est le volet que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le volet du simulateur numérique et de répondre à des questions what if. Donc ce qui intéresse aussi nos clients, c'est de pouvoir tester leur supply chain et puis prendre des actions pour répondre à des questions sur des évolutions marché, des évolutions de demande, des évolutions de capacité technique ou capacité industrielle, des évolutions sur la flexibilité fournisseur. Aujourd'hui, par exemple, il y a des questions sur les risques liés aux fournisseurs, aux pénuries, aux délais. Donc, on a des questions qui peuvent être à la fois relativement stratégiques ou relativement opérationnelles. Et là, le jumeau numérique peut apporter des réponses à travers toutes ces questions what if. L'intérêt aussi, d'ailleurs, du jumeau numérique là-dessus, c'est de pouvoir le faire, j'ai oublié de le préciser, ce n'est pas une boîte noire, donc ça n'est pas un outil où on vient prendre les datas et puis derrière on va sortir des résultats. L'intérêt du jumeau numérique, et de ce point de vue-là, c'est comme ce qu'on appelle un serious game, sauf que c'est un serious game qui correspond à la réalité d'une supply chain et pas une réalité théorique. C'est qu'on fait ce type de simulation en séance, dans des ateliers de travail, dans lesquels participent les différents acteurs de la supply chain, qui peuvent être des acteurs opérationnels, des acteurs plus stratégiques, et dans lequel on va simuler en quasi-temps réel un certain nombre de scénarios pour pouvoir mesurer l'impact que ça a sur la performance de la supply chain. Et ça, je peux vous dire que c'est aussi une très bonne façon de faciliter, pour employer un terme anglais, l'onboarding ou l'appropriation des actions, parce que ce sont les acteurs eux-mêmes qui participent à la conception des plans d'action et qui peuvent mesurer réellement l'impact que ça a. Et puis le dernier, c'est plutôt un mode continu. Et c'est là où je ferai une petite différence avec les tours de contrôle. Parce que les tours de contrôle, ça existe depuis des années. Vous avez des tours de contrôle en logistique, en transport, vous avez des tours de contrôle en supply chain. La différence quand on utilise un jumeau numérique par rapport à une tour de contrôle, c'est que vous ne suivez pas uniquement des dérives par rapport à des objectifs de performance. En fait, vous faites du prédictif, c'est-à-dire que vous êtes capable d'anticiper, c'est un peu l'intérêt du jumeau numérique, puisque vous faites de la simulation numérique, vous êtes capable d'anticiper des dérives avant qu'elles se réalisent.
Et donc, vous pouvez alerter par anticipation un certain nombre d'acteurs. Donc, il y a, et d'ailleurs, ceux qui sont intéressés, vous pourrez voir l'analyse du Gartner, qui fait une analyse extrêmement intéressante, et plutôt d'ailleurs, je trouve, très didactique, de la différence entre une tour de contrôle et un jumeau numérique. Voilà ce que je voulais dire pour ce qui nous concerne. Et avant de passer sur des cas d'emploi, on peut peut-être passer à quelques questions. C'est ça, parce que l'heure tourne. Et donc, du coup, on s'est dit que ce serait peut-être intéressant de vous écouter parce que c'était hyper riche d'enseignements. Vous avez peut-être des questions sur vraiment ce qu'est le jumeau numérique. Et si c'est le cas, c'est le moment, parce qu'après, on va passer sur des cas concrets. Bon. Hervé, vous êtes hyper clair. C'est pour ça. Je ne sais pas, on peut l'interpréter dans les deux sens. Bon, bah écoutez, on passe aux illustrations, alors. Allons-y. J'ai pris... Alors, bon, ça, je vais passer le... Oui, alors, je passerai évidemment sur les bénéfices attendus. Évidemment, nous, quand on travaille avec nos clients, on va travailler. Alors, ça dépend du contexte et ça dépend des enjeux. Mais souvent, on travaille sur des objectifs de réduction des stocks. Alors, aujourd'hui, c'est particulièrement d'actualité avec des problématiques d'inflation et donc le fait que beaucoup d'entreprises ont vu leur stock en termes de valorisation et de coûts augmenter d'à peu près 30%. On travaille beaucoup sur l'accélération des cycles. On travaille aussi, bien sûr, sur des notions de productivité. Alors, historiquement, on travaillait sur les risques dans une supply chain, mais ça n'intéressait pas beaucoup un certain nombre d'entreprises. Aujourd'hui, quantifier les risques, et pas uniquement d'un point de vue qualitatif, ça intéresse beaucoup, savoir si j'ai une rupture, combien ça me coûte sur mon chiffre d'affaires et quelles sont les meilleures stratégies à adopter. On travaille sur le service, on est évidemment de plus en plus aussi sur la réduction des émissions carbone. Peut-être un mot avant de passer à des cas d'emploi du jumeau numérique. Ce qui est intéressant avec le jumeau numérique, c'est qu'on ne va pas uniquement focaliser sur un indicateur de performance. L'intérêt du jumeau numérique, c'est de pouvoir finalement faire des arbitrages sur de multiples indicateurs. Nous, quand on sort automatiquement les dashboards, on sort dans nos dashboards tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire les stocks, les délais, les coûts, la productivité, les émissions carbone. Et donc, ça n'est pas un outil qui est uniquement ciblé sur une dimension de supply chain. Pourquoi c'est important ? Quand vous êtes un décideur dans une supply chain, que ce soit au niveau stratégique ou au niveau opérationnel, on sait bien, dans une supply chain, et ça, c'est pas nouveau, qu'on est obligé d'arbitrer sur un certain nombre d'indicateurs de performance. On ne peut pas uniquement arbitrer sur uniquement réduire les coûts, uniquement réduire les stocks, uniquement la décarbonation, ce serait un peu trop facile. On est obligé de comprendre quels sont les arbitrages et on sait bien que de temps en temps, il y a un indicateur qui va dans le bon sens, mais il y en a un autre qui ira dans le mauvais sens. Et c'était aussi ça qui en fait la complexité. On va passer au cas concret. Alors, je vous montre, j'ai pris 3 cas assez différents. Là, j'ai pris un cas qui était dans les produits électroniques. Alors, il y a certains de ces cas, si vous êtes intéressés, parce que je pense que c'est dans le domaine public, j'interviens dans tous les ans au Carrefour Excellence. Alors, je ne suis pas ici pour faire la publicité des Carrefour Excellence, mais chaque fois, on présente un cas. Ces dernières années, on présentait des cas différents. On avait présenté des cas dans l'auto, dans le luxe, dans l'agroalimentaire. Et donc, dans un format où là, l'objectif, c'est de présenter un cas pendant 1 heure avec nos clients. Donc, certains des cas que j'évoque ici, vous pourrez les retrouver de manière beaucoup plus détaillée dans les présentations qu'on a pu faire dans d'autres univers. Là, je vous présente vraiment 3 cas très vite pour être illustratif. Donc là, on est sur des produits électroniques, mais dans du B2B, où la question, vous avez ces 3 sites de production, à peu près 1000 références, avec évidemment des fournisseurs en Asie,
Et puis une grande diversité, même si c'est du B2B, de canaux et de types de marché de clients. Plutôt une forte croissance. Simplement, la question c'est, j'ai des exigences de délai qui sont de plus en plus rapides, mais comme les produits coûtent assez cher, faire du stock, ce n'est pas forcément uniquement la bonne réponse, d'une part. D'autre part, j'ai des pénuries de composants et j'ouvre des nouveaux marchés. Donc, comment réorganiser à la fois mes flux de distribution, mais aussi mes flux de sourcing, pour pouvoir répondre à la fois à des évolutions et à la croissance de mes marchés, mais également à des évolutions en termes de périmètre géographique de mes clients, et sans faire exploser mes stocks, et en tenant compte aussi de la nouvelle donne, d'un allongement des délais de livraison, d'un certain nombre de pénuries de composants. Donc vous voyez à la fois des questions stratégiques, mais aussi qui sont opérationnelles, parce que il faut pouvoir évaluer de manière très opérationnelle quel composant peut être en pénurie, et si tel composant en pénurie par rapport aux nomenclatures produits, qu'est-ce que ça va impacter sur quel produit fini, et derrière potentiellement sur quel client. Donc par exemple, toute cette cascade-là, c'était un des éléments très importants de pouvoir le modéliser et de pouvoir le simuler dans ce cas-là pour répondre à ces questions de réorganisation du supply chain, avec à la fois des questions de refonte de la partie logistique de distribution, mais également des questions sur les stratégies de sourcing et les stratégies de stock. Et donc on a utilisé le jumeau numérique avec des résultats assez significatifs, à la fois sur ce qu'on appelle nous le cost to serve, c'est-à-dire quand je parlais d'indicateurs, on fait des analyses directes du coût de bout en bout, depuis les achats jusqu'à la livraison auprès des clients, de disponibilité des produits, et en même temps, on a pu réduire les stocks. Et souvent, quand on réduit les stocks, c'est pas que de la réduction des stocks, c'est souvent du rééquilibrage. Et là aussi, c'est des aspects où le jumeau numérique est intéressant, c'est de faire du rééquilibrage entre les produits finis, les semi-finis et les matières premières et composants. Et ça, je peux vous dire que c'est assez difficile historiquement à faire, uniquement sur de l'analytique statique. Alors, je vous donne un autre exemple de cas d'emploi qui n'a rien à voir. Bascule dans l'agro. Voilà. Si la télécommande veut bien. Donc là, on est plutôt sur des produits agroalimentaires. Donc vous voyez que c'est autre chose, puisque là, la question, c'est la réorganisation de la logistique de distribution entre un fournisseur et des plateformes distributeurs, mais aussi des magasins en direct. Et la question, c'est à la fois une question de service. Vous savez probablement que aujourd'hui, de plus en plus, se repose une question de différenciation des politiques de service. Auparavant, il fallait être à 98, 99%. Maintenant, de toute façon, se repose la question parce qu'il y a des pénuries et parce que quand même, on s'aperçoit que est-ce que toujours être à 98%, c'est réellement utile? Combien ça coûte? Combien aussi en termes de transport ça induit en termes d'émissions de CO2? Parce que si on a des fréquences de livraison très rapides qui sont finalement mal gérées, tout ça coûte en coût logistique, mais aussi en émissions CO2. Est-ce que véritablement, si on réduit certaines des fréquences de livraison, ça impacte réellement les stocks et la disponibilité des produits dans les linéaires? Qui, à ce moment-là, prend les stocks supplémentaires éventuels? Voilà, donc toutes ces questions, en fait, où si vous y répondez avec des flux moyens, en disant, bon, grosso modo, tous les jours, j'expédie ça en moyenne, ça me coûte tant, et voilà ce qu'il faut faire, c'est plus du tout suffisant. Là, la question, c'est, je veux connaître, en fonction de mes produits, en fonction de ma palettisation, en fonction du regroupement des palettes, en fonction de mes circuits de transport, en fonction de la rotation des produits,
en fonction des types de lancement, des capacités de lancement sur les lignes de production, en fonction de la proximité ou non des magasins. Comment je peux optimiser tout ça plus globalement, que ce soit les fréquences de livraison, l'organisation des circuits de transport, les fréquences de lancement, et qu'est-ce que je vais gagner ou qu'est-ce que je vais perdre sur les coûts, sur le CO2, sur les coûts de production aussi. Voilà, donc ça, c'est aussi des questions qui sont à la fois assez stratégiques sur la redéfinition, par exemple, d'une politique de service, mais qui sont en même temps très opérationnelles pour pouvoir y répondre de manière suffisamment concrète et effective. Voilà, donc là aussi, on a pu avoir des résultats significatifs sur la diminution des ruptures, sur cet indicateur que j'aime bien, moi, qui est le cost of goods sold, parce que finalement, c'est un indicateur de coût qui permet d'agréger tous les coûts sur une supply chain de bout en bout, sur le CO2 et les stocks. Et puis, je terminerai par le dernier, où là, je suis vraiment dans l'industrie. Alors là c'est un cas automobile. Alors, j'ai choisi les trois aussi, pas complètement au hasard. D'abord, c'est des secteurs différents. Mais je les ai choisis aussi parce que ça représente l'utilisation de scale sur des niveaux de modélisation qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Le premier, c'était relativement stratégique sur du network qui intégrait du sourcing, des sites de production et des circuits de distribution. Le deuxième, c'est du jumeau numérique stratégique, mais quand même très, très opérationnel sur toute la relation supply chain opérationnelle entre un fournisseur et des plateformes distributeurs. Et le troisième, je l'ai choisi aussi parce que là, on est dans le jumeau numérique, utilisé en mode continu, pour pouvoir en continu faire l'analyse du pilotage des flux. Alors là, on est sur un acteur majeur qui fait des productions moteurs, et donc qui a mis en place du flux tiré, qui a complètement revu ses méthodes de pilotage de flux avec nous, sur l'ingénierie des flux, parce qu'ils avaient des objectifs à la fois de réduction des encours et des stocks, et puis également de mieux maîtriser les problématiques de pénurie de ses fournisseurs. Et là, le jumeau numérique, il tourne en continu pour reparamétrer, valider que les paramètres qui sont dans le pilotage des flux sont toujours bons, en termes d'ordre de fabrication, de niveau d'encours, de niveau de stock. Et donc là, on est en mode monitoring avancé sur cet exemple automobile. Voilà ce que je voulais vous évoquer. Et puis encore une fois, ceux qui sont intéressés, vous pouvez, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez un peu plus d'informations. Et puis, certains des cas que j'ai présentés sont détaillés à d'autres événements auxquels j'ai participé. Il reste quelques minutes. Si vous avez des questions à poser en direct, tant qu'on est là tous ensemble. Voilà, le micro est là, il vous attend. Bon, bah écoutez, Hervé, du coup, vous restez là 5 minutes et puis ils vont peut-être venir vous voir discrètement. Non, bah écoutez, merci beaucoup. Ah, si, une question là-bas. Mais oui. Il en faut toujours une au moins. Bonjour. Oh, non. Arrête d'allumer. Si, c'est bon. Ah oui, mais pardon, c'est juste moi. Bonjour. Suzanne, responsable amélioration continue à Franprix. Et ma question était autour de la construction de l'outil. Quel outil utilisez-vous pour construire vos jumeaux numériques? Est-ce que c'est un outil que vous créez dès le départ? Est-ce que vous vous appuyez sur des ERP ou des outils du marché et vous travaillez des algos Non, alors c'est ce que je disais. Je vais repasser si rapidement, si ça veut bien fonctionner. Décidément. Là, ce que je vais présenter, donc, c'est un outil qu'on a développé, qu'on a enrichi au fur et à mesure des projets depuis plusieurs années. Et je suis rapidement passé sur ce slide-là. Mais la data, je dirais la matière première pour nous, à gauche,
c'est qu'on va venir capter de la data des différents systèmes d'information, puisque un des premiers éléments à valeur ajoutée, c'est de consolider de la data qui vient de multiples sources, même pour les clients qui ont SAP. C'est souvent déjà des sources qui, même si ça s'appelle un ERP intégré, la question n'est pas tellement là. La question, c'est qu'on va venir chercher des datas qui sont typiquement les prévisions, le flux de commandes, les mouvements de stock, les entrées-sorties, les ordres de transport, les ordres de fabrication, les ordres d'approvisionnement, les réceptions. Ça dépend du périmètre, évidemment, sur lequel on va travailler. Mais le point de départ, c'est vraiment de venir chercher de la data brute, non traitée, non filtrée, directement des ERP ou... Alors, il n'y a pas que les ERP, hein. Il y a aussi, il peut y avoir des APS, donc des systèmes de planification. Il peut bien sûr, aujourd'hui, on va aussi chercher de la data, des outils de WMS, de warehouse ou de transportation system. De plus en plus, on a de la data qui vient de manufacturing execution system, de MES. Et puis, on n'en a pas encore, mais j'espère qu'on en aura prochainement aussi de systèmes d'IoT, puisque on n'a pas de contraintes. Je dirais qu'au contraire, nous, plus on a de la data fréquente et proche du terrain, mieux c'est dans l'utilisation du jumeau numérique. Hein. Et donc, le premier, la toute première partie importante du jumeau numérique, c'est celle-ci, en fait. Hein. J'aurais presque même tendance à dire que c'est presque plus important les algorithmes. Alors, les algorithmes, on en a beaucoup, hein. C'est important, mais je ne vends pas ici, je vends pas de l'IA en vous disant on a un outil d'IA, on prend vos data et on va révolutionner votre supply chain, puisque d'ailleurs c'est complètement ouvert aux clients et tout est complètement accessible, donc c'est pas du tout une boîte noire. Hein. Mais par contre, un des aspects qui est très important, et là qui est vraiment le fruit d'années de capitalisation d'expérience, c'est comment on transforme de la data brute en data qui est réellement exploitable. Donc en fait, on a notre propre modèle de données. On reconsolide toutes les datas dans un modèle de données qui a été pensé pour pouvoir être exploité en supply chain. Donc toute cette partie qui souvent n'existe pas, parce que vous avez énormément d'éditeurs qui vous disent on a des outils fantastiques. L'IA, je suis un peu vieux, mais l'IA, j'en avais déjà fait il y a 30 ans, j'avais développé des algorithmes génétiques, donc je connais un peu. Mais nous, ce que l'on dit, c'est avant même de parler d'outils, la vraie question de départ, c'est est-ce qu'on peut exploiter les datas, comment on va l'exploiter et comment transformer ces datas brutes en data exploitables. Ça, c'est vraiment le point absolument critique pour un jumeau numérique, même d'ailleurs pour faire de l'analytique. Et donc tout ça, c'est effectivement notre solution qu'on a aujourd'hui portée sur une plateforme en mode SaaS. On utilise les bases de données Oracle, pas l'ERP, hein, les bases de données, on est sur Azure. Et évidemment aujourd'hui avec des technologies qui sont extrêmement sécurisées, puisque la data qu'on vient chercher, ça c'est important de le préciser, c'est toutes les datas de transactions finalement. Mais c'est aussi un élément, et c'est pour ça que ça c'est quand même un cœur important du réacteur, c'est toutes les master data techniques. Hein. Quand on fait de l'industrie, je vous ai montré les quelques cas que je vous ai montrés. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas le faire. Donc nous, on va chercher les nomenclatures produits, les gammes, tous les attributs des articles. On va chercher les règles de gestion, puisqu'on fait des analyses automatiques de la pertinence des règles de gestion. Donc il y a aussi toutes les master data qu'on vient charger. Hein. C'est pas que les data transactionnelles. Hein. Il va falloir qu'on libère la place, oui. Hervé. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à solliciter Hervé à la fin de la conférence. Merci pour cette super belle démonstration. Merci à vous. Et puis, bonne fin de salon.